Au plus fort de la guerre froide, l'ambitieux programme spatial de l'Union soviétique a captivé le monde entier, tandis que les missions publiques mettaient en valeur ses prouesses technologiques. Des rumeurs de projets lunaires secrets ont persisté pendant des décennies. Aujourd'hui, la NASA a révélé une découverte choquante, la preuve de l'existence d'une base soviétique cachée sur la Lune, dissimulée au monde pendant près de 70 ans. Les Soviétiques savent que les Américains survolent leur territoire à haute altitude. L'aube de la course à l'espace, lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin et que la paix précaire de la fin des années 1940 et des années 1950 s'est installée aux États-Unis et en Union soviétique, s'est retrouvée dans une impasse idéologique qui est devenue connue sous le nom de guerre froide. Chaque camp voulait prouver la supériorité de son système politique et économique, et les réalisations scientifiques sont devenues un moyen essentiel de démontrer cette force. Cette compétition a favorisé un environnement dans lequel l'exploration spatiale est devenue un champ de bataille clé, donnant lieu à ce que nous appelons aujourd'hui la course à l'espace. Il ne suffisait plus de développer des missiles avancés ou d'obtenir des renseignements par le biais d'avions et de satellites espions. Les deux superpuissances ont réalisé qu'elles pouvaient gagner en prestige international en repoussant les frontières de la Terre et en montrant au monde à quel point elles étaient compétentes en matière de fuséologie. L'Union soviétique a reconnu les opportunités dans ce domaine bien avant de nombreux pays occidentaux, grâce à un groupe d'ingénieurs et de scientifiques qui avaient étudié la fuséologie. Les Soviétiques se sont retrouvés en position de lancer le premier satellite artificiel du monde en 1957 lorsque ce satellite, Sputnik 1, a surpris les gens du monde entier avec son signal sonore. Ce fut un signal d'alarme pour les États-Unis et un triomphe de propagande pour l'URSS. Cette nouvelle rivalité ne se limitait pas à faire les gros titres. Il s'agissait de revendiquer la supériorité technologique et d'assurer potentiellement un avantage militaire. Les fusées capables de mettre des satellites en orbite pouvaient également servir à transporter des ogives à travers les continents. Dans ces circonstances, il était donc stratégiquement important de faire preuve de maîtrise dans le domaine de la propulsion des fusées. Bienvenue sur Voyage Quantique. Les Soviétiques ont mis en place un programme spatial ambitieux qui allait leur permettre de réaliser une série de prouesses historiques. Ils considéraient la Lune comme le prix ultime qui pourrait consolider leur place de première puissance scientifique mondiale. Leur vision des voyages lunaires et de la colonisation potentielle s'inscrivait parfaitement dans le grand récit de la guerre froide. Les Soviétiques montreraient non seulement qu'ils pouvaient suivre ou dépasser les États-Unis en matière de technologie spatiale, mais ils pourraient également prendre pied dans un environnement extraterrestre totalement nouveau. Cette possibilité électrisa leur imagination et incita les décideurs politiques à consacrer des ressources, de la main-d'œuvre et des cerveaux considérables à des missions qui n'avaient jamais été tentées auparavant dans l'histoire de l'humanité. Au cours de ces premières années, l'Union soviétique semblait pratiquement inarrêtable. Ils ont accompli des exploits extraordinaires en peu de temps et ont éveillé l'intérêt du public pour l'exploration spatiale. Chaque lancement et chaque avancée était considéré comme un nouvel indicateur de la domination potentielle de l'URSS dans l'espace. Cependant, alors que le monde applaudissait ces succès, peu de gens se rendaient compte que le programme soviétique était également confronté à des problèmes de politique interne, de secrets et d'organisation rivale. Ces obstacles ont ajouté des couches de complexité qui allaient se manifester à mesure qu'ils se rapprochaient de leur objectif le plus ambitieux, envoyer un homme sur la Lune avant les premiers succès soviétiques en orbite et au-delà. Le rythme des réalisations soviétiques à la fin des années 1950 et au début des années 1960 donnait l'impression qu'ils dépassaient les États-Unis. En octobre 1957, ils avaient mis en orbite Sputnik 1, le premier satellite au monde, suscitant l'étonnement général. Moins de 2 ans plus tard, Luna 2 devint le premier objet fabriqué par l'homme à percuter la Lune. Il n'atterrit pas en douceur, mais il prouva que les Soviétiques avaient la précision nécessaire pour guider un vaisseau spatial vers notre plus proche voisine céleste. Ces événements ont non seulement suscité la curiosité scientifique, mais ont également généré une puissante propagande, l'URSS se proclamant la nation la plus avancée dans le domaine des vols spatiaux. Vint ensuite la réalisation monumentale de la mise en orbite du premier être humain dans l'espace. Lorsque le cosmonaute soviétique Youri Gagarin a mis la Terre en orbite en avril 1961, il est immédiatement devenu une icône mondiale et un héros pour le peuple soviétique. Son vol à bord de Vostok a démontré que l'URSS était capable d'envoyer un homme en orbite et de le ramener sain et sauf sur Terre, une idée qui relevait encore du fantasme quelques années auparavant. Puis, en 1965, Alexei Leonov est devenu le premier homme à effectuer une sortie dans l'espace, flottant à l'extérieur de son vaisseau spatial sous le regard émerveillé de la planète entière. Les Soviétiques avaient clairement le don d'être les premiers.
Leurs succès se sont poursuivis avec le vol lunaire numéro 9 en 1966, qui a réalisé le premier atterrissage en douceur sur la surface lunaire, et a relevé le défi de livrer un vaisseau spatial fonctionnel sur un terrain inconnu sans s'écraser à l'impact. 2 ans plus tard, avec Zond 5, ils ont envoyé un vaisseau spatial autour de la Lune et l'ont ramené en toute sécurité sur Terre. Ce vol a transporté des tortues et d'autres spécimens biologiques, prouvant que les créatures vivantes pouvaient survivre à un tour de la Lune. Ces réalisations étaient loin d'être des exploits superficiels. Chaque victoire a permis de tirer de précieux enseignements en matière de propulsion, de navigation, de survie et de conception d'engins spatiaux, renforçant ainsi la confiance au sein de l'establishment spatial soviétique, la concurrence et la vision d'un alunissage soviétique. Les soviétiques étaient bien conscients que les États-Unis avaient jeté leur dévolu sur la Lune en 1961. Le président John F. Kennedy avait déclaré que l'Amérique allait envoyer un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf avant la fin de la décennie, d'atteindre l'objectif avant la fin de cette décennie, consistant à envoyer un homme sur la Lune et à le ramener sain et sauf sur Terre. Les soviétiques avaient leur propre plan lunaire en cours, mais ils subissaient une pression immense pour relever le défi de Kennedy. Les ingénieurs et les planificateurs de missions ont avancé avec une approche qui, selon eux, non seulement égalerait Apollo, mais démontrerait également la prouesse soviétique en matière de technologie et de stratégie. Des documents de l'époque montrent que l'URSS avait l'intention d'envoyer des cosmonautes sur la Lune d'une manière à peu près similaire à celle d'Apollo, mais différente sur certains aspects clés. Il prévoyait de s'appuyer sur une famille de lanceurs, communément appelée complexe N1L3. La fusée N1 serait l'épine dorsale de l'opération, et une fois la charge utile connue sous le nom de pile lunaire L3. Arrivés en orbite, les cosmonautes utiliseraient un atterrisseur LK spécialement conçu pour descendre à la surface. Le cosmonaute qui serait le seul à poser le pied sur la Lune retournerait ensuite en orbite lunaire, rejoindrait l'autre équipage dans le module en orbite et reviendrait sur Terre. Une des caractéristiques intrigantes de ce plan était que le transfert entre les modules nécessiterait une guerre spatiale. L'atterrisseur LK n'ayant pas de tunnel interne le reliant au compartiment orbital L3, le cosmonaute devrait enfiler une combinaison et se déplacer physiquement dans l'espace pour atteindre l'atterrisseur. Bien que ce processus ait permis de réduire le poids de la conception du vaisseau spatial, il a également ajouté des risques. Pourtant, les ingénieurs soviétiques étaient convaincus que, compte tenu de leur succès lors de précédentes sorties dans l'espace, ils pourraient gérer cette procédure en toute sécurité. Le calendrier de ces missions était soigneusement calculé. Il y aurait une phase initiale d'orbite terrestre, une injection translunaire pour mettre le vaisseau spatial en route vers la Lune et une manœuvre finale de freinage pour établir l'orbite lunaire, le cosmonaute descendant ensuite à la surface. Toute l'entreprise visait à montrer la capacité des soviétiques à construire des fusées lourdes, à gérer des manœuvres orbitales complexes et à ramener des humains en toute sécurité d'un autre corps céleste. Au milieu des années 1960, le projet avait pris un élan considérable et le public soviétique, ainsi que de nombreux observateurs internationaux, s'attendaient à ce que leur nation continue de dominer la compétition. Le monde entier attendait avec impatience un succès soviétique qui rivaliserait ou surpasserait ce que la NASA préparait. Rivalité, secret et recherche d'une stratégie unifiée, même si le programme spatial soviétique présentait une image d'unité au monde extérieur, la politique interne était compliquée. La principale rivalité était la tension entre le légendaire Sergei Korolev et l'expert en propulsion Valentin Glushko. Korolev, souvent appelé familièrement le concepteur en chef, avait joué un rôle déterminant dans le développement des premières fusées et des premiers engins spatiaux soviétiques. C'était un visionnaire qui croyait qu'il fallait dépasser l'orbite terrestre basse pour explorer la Lune et, à terme, Mars. Glushko était tout aussi talentueux, mais avait des préférences marquées pour les moteurs fusées et les propulseurs, et son approche différait nettement de celle de Korolev. Les moteurs fusées et les propulseurs, et son approche différait nettement de celle de Korolev. Korolev privilégiait le kérosène et l'oxygène liquide pour alimenter les propulseurs. Glushko, en revanche, préférait les carburants hypergoliques comme l'hydrazine diméthylique asymétrique et le tétroxyde d'azote, qui s'enflammaient au contact et simplifiaient souvent la séquence d'allumage. Leur conflit allait au-delà des désaccords techniques. Ils avaient une histoire personnelle qui remontait à la période de la Grande Purge de Staline, lorsque de nombreux scientifiques se sont retrouvés emprisonnés ou forcés de se dénoncer les uns les autres. Les deux hommes ont acquis une grande notoriété, mais leur méfiance mutuelle a persisté, affectant l'ensemble du processus de développement des fusées soviétiques pour la Lune, ajoutant une autre couche de complexité, les projets soviétiques devaient respecter le secret gouvernemental strict. Les informations sur les conceptions, les tests ou les incidents étaient restreintes, même au sein du programme. En public,
l'URSS avait tendance à ne révéler que les succès, donnant l'impression que chaque avancée se faisait sans revers. En pratique, des échecs majeurs se produisaient parfois, ralentissant la progression du programme. Ce secret signifiait également que les étages de fusée, les moteurs et les engins spatiaux étaient rarement testés de manière totalement transparente. Les autorités centrales pouvaient promettre certaines réalisations à des dates précises, forçant les ingénieurs à se précipiter ou à prendre des raccourcis pour éviter de perdre la faveur ou le financement. Malgré ces difficultés, la vision de Korolev a permis au projet N1 de se maintenir à flot. Il a mobilisé des équipes de concepteurs et d'ingénieurs pour travailler de longues heures à la recherche de percées dans tous les domaines, du regroupement de plusieurs moteurs au système de guidage avancé dans différentes conditions. Cette approche aurait peut-être pu réussir, mais lorsque Korolev est décédé subitement en 1966, le programme a perdu son coordinateur le plus efficace, qui avait une capacité unique à réconcilier les différents bureaux de conception et à les maintenir tous sur la voie d'un objectif commun. Sans lui, les tensions se sont accrues et le vide laissé par sa mort a fait en sorte que les petits désaccords ont eu tendance à se transformer en obstacles importants. Malgré tout, le projet N1 est resté au cœur du rêve soviétique de battre les Américains sur la Lune et d'y établir une colonie. La fusée super lourde N1 prend forme. La fusée N1 était la réponse de l'Union soviétique au projet Saturn de la NASA. Il était conçu comme un énorme lanceur capable d'envoyer vers la Lune un vaisseau spatial habité et un atterrisseur lunaire. D'une hauteur d'environ 105 mètres, il était comparable en taille à Saturne, et il était conçu pour produire plus de poussée que n'importe quelle fusée jamais construite à l'époque. Le premier étage, souvent appelé bloc, comportait 30 moteurs disposés en anneaux concentriques, créant un niveau de complexité que les ingénieurs soviétiques jugeaient nécessaire. Le pays ne disposait pas d'un seul moteur comparable à celui de l'USF, et le regroupement de nombreux petits moteurs était donc considéré comme une solution viable. Cette conception était très prometteuse. Si tout fonctionnait à l'unisson, la fusée décollerait sous la puissance de ces 30 moteurs, puis la séparation des étages se produirait, et les deuxième et troisième étages porteraient le vaisseau spatial L3 en orbite terrestre. De là, un étage supérieur pousserait le vaisseau spatial sur sa trajectoire vers la Lune. L'idée était qu'une fois que les cosmonautes soviétiques auraient réussi à mettre en orbite la Lune et à atterrir à sa surface, ils démontreraient la supériorité du système soviétique par des missions répétées. L'URSS pourrait alors envoyer des modules plus lourds à la surface lunaire pour commencer à construire une base permanente. Cependant, la construction et les essais du N1 ont été semés d'embûches. L'Union soviétique ne disposait pas d'installation d'essais à grande échelle pour l'ensemble du premier étage, contrairement aux États-Unis. En revanche, la NASA procédait à des tirs d'essais séparés pour chaque cinquième étage de la fusée Saturn sur des stands construits spécialement à cet effet. Les Soviétiques étaient contraints de tester de nombreux composants pour la première fois lors de véritables tentatives de lancement. En cas de problème, il n'y avait aucun filet de sécurité. Ces essais en vol sont devenus une véritable épreuve du feu, provoquant des revers considérables chaque fois que quelque chose tournait mal. Le complexe L3 et l'atterrisseur LK dans le plan soviétique, la fusée N1 devait mettre en orbite le vaisseau spatial L3 avant de se diriger vers la Lune. Le L3 était une combinaison de modules conçus pour accomplir toutes les étapes d'un aller-retour, voyage vers la surface lunaire. Le composant le plus remarquable de la mission était le LK, bien plus petit que son homologue américain, le module lunaire Apollo. Il était conçu pour être léger et compact, car la capacité du L1, bien que grande, imposait tout de même des limites de masse strictes. Le profil général de la mission impliquait que le L3 atteigne l'orbite terrestre, puis effectue une combustion qui l'enverrait sur une route vers la Lune. Une fois capturé par la gravité de la Lune, une autre combustion du moteur placerait l'engin en orbite lunaire. À ce stade, un cosmonaute quitterait la cabine principale de l'orbiteur L pour effectuer une sortie dans l'espace afin d'atteindre l'atterrisseur LK. Il se désarimerait ensuite et descendrait à la surface, laissant un cosmonaute en orbite. L'atterrisseur LK a conçu tous les systèmes de survie, d'atterrissage et d'ascension dans un cadre compact. L'atterrisseur se poserait sur la Lune et le cosmonaute y effectuerait un court séjour pour prélever des échantillons, planter un drapeau soviétique et prendre des photos. La remontée du Ré suivrait la même éthique minimaliste. L'étage supérieur du LK s'éjecterait, larguant toute masse inutile, et le cosmonaute retournerait en orbite pour un rendez-vous avec l'orbiteur L. Une sortie dans l'espace servirait à nouveau de méthode pour transférer le cosmonaute et les échantillons lunaires dans le module orbital. Ensuite, l'atterrisseur serait jeté et le moteur L3 propulserait le voyage de retour, les cosmonautes effectuant leur rentrée dans une petite capsule de retour, atterrissant en territoire soviétique.
Cette procédure était plus risquée que le projet Apollo en raison de l'ampleur de l'activité extravéhiculaire requise. Pourtant, les ingénieurs soviétiques pensaient que c'était faisable, compte tenu de leurs expériences réussies de sortie dans l'espace. Ils estimaient que cette approche permettait de gagner un poids critique en évitant le besoin d'un tunnel interne. Néanmoins, la mission entière dépendait de la fiabilité de chaque étape et du bon fonctionnement de chaque moteur. Même une erreur mineure pouvait entraîner l'échec de la mission. Les planificateurs étaient confiants en raison de l'expérience acquise avec les sondes lunaires robotisées et le programme ZON, bien qu'il s'agisse de missions sans équipage qui pouvaient absorber une plus grande marge d'erreur qu'une mission avec équipage, la précision était primordiale et les problèmes répétés avec la fusée N1 ont rapidement jeté une ombre sur l'ensemble de l'entreprise, les plans audacieux pour une base lunaire soviétique. Si le premier objectif était de poser un cosmonaute sur la Lune, la vision soviétique ne s'arrêtait pas là. Ils ont élaboré des concepts sérieux pour une présence permanente sur la Lune, souvent appelée base Zvezda, en construisant une série de modules gonflables ou extensibles livrés par plusieurs lancements de N1. Les soviétiques espéraient établir un habitat autonome. Chaque module serait enterré sous du régolithe pour le protéger des radiations, des températures extrêmes et des micrométéorites. Des croquis détaillés montraient des couloirs gonflables, des espaces de vie, des laboratoires, des postes médicaux, des aires d'exercice et même une cuisine pour les repas en commun. Les concepteurs pensaient qu'un petit réacteur nucléaire pourrait alimenter la base en électricité pour l'éclairage, le chauffage et les instruments scientifiques, que des ressources telles que l'oxygène pourraient être produites à partir du sol lunaire et que certains métaux pourraient être extraits pour aider à entretenir ou à agrandir les structures de la station. Les ingénieurs travaillant sur ces concepts ont étudié des systèmes en boucle fermée qui recyclaient l'air et l'eau, imaginant comment les cosmonautes pourraient vivre sur la Lune pendant de longues périodes sans réapprovisionnement continu depuis la Terre. L'une des facettes les plus insolites du plan consistait à créer un train lunaire, une chaîne de véhicules semblables à des rovers capables de transporter des personnes, du matériel et des appareils de forage à travers la surface de la Lune. Chaque voiture serait équipée de moteurs électriques indépendants, d'une suspension robuste et d'un blindage protecteur. Ce train permettrait aux équipages d'explorer les ressources minières et de transporter le matériel à la base. C'était un concept futuriste, surtout à une époque où seule une poignée de vaisseaux spatiaux avait déjà effectué des atterrissages en douceur sur la Lune. Une attention particulière a également été accordée au bien-être psychologique des équipages. Une longue séparation de la Terre pouvait être source de stress et de solitude, c'est pourquoi les ingénieurs ont envisagé de placer de fausses fenêtres dans l'habitat avec des scènes changeantes pour imiter les levers de soleil terrestres ou les paysages saisonniers. Ils savaient que l'exercice physique serait essentiel et ont même proposé un projecteur de film capable de simuler des balades à vélo sur des routes de campagne. Tout cela semblait visionnaire et reflétait un désir plus large des soviétiques de montrer non seulement qu'ils pouvaient arriver sur la Lune, mais aussi qu'ils pouvaient y prospérer, même après de multiples échecs avec la fusée N1. Le rêve de Vesta persistait, laissant entrevoir un avenir dans lequel les soviétiques auraient pu faire de la colonisation lunaire une réalité bien plus tôt que la plupart des autres. On aurait pu imaginer le chaos interne et la perte de Korolev. La mort de Korolev en 1966 a créé un vide au niveau de la direction qu'aucun de ses successeurs n'a pu combler. En effet, il avait maintenu l'unité des différentes parties du programme spatial soviétique d'une manière qui permettait d'équilibrer la rigueur technique et les exigences politiques. Après son départ, divers bureaux d'études ont poursuivi le projet N1, mais la coordination faisait défaut. Vassili, Mission a repris le programme, mais il n'avait pas le même respect ni la même autorité, et il a eu du mal à maintenir la discipline dans une entreprise aussi compliquée. Bluch a gagné en influence au sein de la hiérarchie soviétique grâce à ses liens directs avec le gouvernement. Il a fait pression pour des conceptions de moteurs auxquelles Korolev s'était opposé, et les ressources n'ont cessé de passer d'un concept de fusée à l'autre. L'ensemble du programme devait également composer avec le fait que la NASA faisait des progrès constants avec Apollo. Le Saturn V, testé de manière approfondie en plusieurs étapes, ne souffrait pas des mêmes complexités liées aux grappes de combustible ni des mêmes contraintes de confidentialité. L'approche méthodique de la NASA en matière de tests publics et de résolution de problèmes lui a permis d'identifier les défauts à un stade précoce. Pendant ce temps, les soviétiques ne découvraient souvent les problèmes majeurs que lors des lancements en conditions réelles, lorsque la marge d'erreur était minime. Les priorités de financement ont également changé. Alors que la course à la Lune se prolongeait, les espoirs de battre les États-Unis s'amenuisaient. Certains militaires soviétiques commencèrent à faire valoir que les ressources seraient peut-être mieux utilisées pour construire des stations spatiales ou des missiles balistiques plus perfectionnés. Le secret qui avait autrefois protégé la mystique du programme soviétique devint alors un inconvénient,
empêchant le partage des connaissances qui auraient pu améliorer la fiabilité des fusées, même si le public soviétique continuait d'entendre des déclarations audacieuses sur l'exploration spatiale. La réalité était que beaucoup dans les hautes sphères doutaient que le N1 puisse être réparé à temps pour revendiquer une véritable victoire sur Apollo. Une complication supplémentaire est venue s'ajouter à cela, la mission Apollo 11 de la NASA a réussi en juillet 1969. L'image de Neil Armstrong marchant sur la surface lunaire a été diffusée dans le monde entier. Cet événement a éclipsé toute réalisation soviétique qui aurait pu survenir plus tard. L'Union soviétique n'a pas officiellement reconnu que son propre programme parallèle visait le même objectif. Au lieu de cela, les responsables gouvernementaux ont souligné leur succès dans l'exploration robotique, dans l'espoir de sauver un peu de fierté. Néanmoins, les ingénieurs ont persévéré, déterminés à prouver que la fusée N1 n'était pas un projet voué à l'échec et qu'un cosmonaute soviétique pouvait encore atteindre la Lune. Mais chaque échec des essais a terni cet optimisme. Les tentatives de lancement de la N1 entre 1969 et 1972 ont été des échecs retentissants, et les détails de ces mésaventures sont restés classés pendant de nombreuses années. Lors du premier lancement en février 1969, la fusée s'éleva brièvement avant que les moteurs ne s'éteignent prématurément, provoquant un crash destructeur. Malgré ce revers, certains espéraient que l'analyse des débris et de la télémétrie renforcerait la prochaine tentative. Le deuxième lancement en juillet 1969 fut bien plus catastrophique. Il s'est produit 2 semaines seulement avant le vol américain Apollo 11, dans un mouvement que beaucoup ont considéré plus tard comme précipité. Les Soviétiques ont tenté d'impressionner le monde en envoyant un vaisseau spatial sans équipage vers la Lune. Presque immédiatement après le décollage, une pompe turbomoteur est tombée en panne et les niveaux de puissance se sont effondrés. Le N1 a perdu de la poussée, s'est renversé et a explosé en une énorme boule de feu en retombant sur la rampe de lancement. L'explosion qui en a résulté a été l'une des plus importantes explosions non nucléaires de l'histoire. Elle a rasé le complexe de lancement, dispersé des débris sur une vaste zone et retardé le programme de plusieurs mois. Le troisième lancement, en juin 1971, n'a montré aucune amélioration. La fusée s'est déstabilisée en vol et s'est brisée, laissant un cratère massif là où elle s'est écrasée. En novembre 1972, la quatrième tentative a semblé plus prometteuse au début, la fusée s'élevant pendant plus d'1 minute, mais une fois de plus, de fortes vibrations et des défaillances des conduites de carburant ont conduit à une fin explosive. Des morceaux du propulseur sont tombés, et tout espoir d'une réparation rapide a été anéanti. Chacun de ces événements a sapé le rêve d'une mission habitée qui rivaliserait avec Apollo. La NASA, en revanche, a réussi à envoyer plusieurs missions Apollo sur la Lune entre 1969 et 1972. Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17 ont amené des équipages en toute sécurité sur la Lune et les ont ramenés. Mené des recherches scientifiques de plus en plus sophistiquées. Le monde a vu dans ces missions un signe clair que les États-Unis avaient remporté la course à la Lune. Les responsables soviétiques étaient réticents à admettre leur défaite, mais il était impossible de cacher le fait que la fusée N1 n'avait pas encore réussi un seul lancement. Cette série de catastrophes a mis fin à la volonté soviétique de mettre en place un programme d'alunissage rudimentaire, bien que certains aient proposé des améliorations à la N1 ou des systèmes de lancement super lourds entièrement nouveaux, l'élan était passé. La volonté politique massive qui avait autrefois alimenté le programme lunaire n'existait tout simplement plus. La voie parallèle de la NASA est le facteur 5 de Saturne, tandis que les soviétiques enduraient le secret dans les désaccords du bureau et les échecs de vol, la NASA marchait vers la Lune avec une structure de gestion claire, et la fusée Saturn V développée sous la direction de Werner von Braun. L'approche américaine impliquait fréquemment des tirs d'essai ouverts d'étage au sol à l'aide de grands stands où chaque composant de fusée était tiré pendant toute la durée nécessaire lors d'un vol réel. Les ingénieurs inspectaient chaque détail, affinaient leur conception, et ne procédaient qu'ensuite aux essais de vol intégrés. Cette méthode systématique réduisait considérablement le risque de défaillance catastrophique lors de missions réelles. Le premier étage de la fusée Saturn, propulsé par 5 énormes moteurs F1, produisait environ 3,4 millions de newtons de poussée, soit un peu moins au total que les 30 moteurs groupés du N1. 6 millions de livres de poussée, soit un peu moins au total que les 30 moteurs groupés du N1, mais la conception de la NASA a évité les complexités des groupes de moteurs extrêmement volumineux en se concentrant sur des moteurs moins nombreux mais plus puissants, qui ont été testés individuellement selon des normes élevées, bien que la NASA ait encore rencontré des revers tels que le tragique incendie d'Apollo 1 en janvier 1967. L'agence disposait d'un moyen efficace de dépanner les problèmes. De manière prévisible.
Chaque vol d'essai de la fusée Saturn V renforçait la confiance de la NASA et du grand public dans la capacité de la fusée à relever le défi. Au moment du décollage d'Apollo 11, le public international avait regardé les retransmissions en direct des 5 lancements de la fusée Saturn V, entendu parler des succès et des échecs, et croyait généralement que la NASA pouvait faire atterrir des hommes sur la Lune. Lorsqu'Armstrong et Aldrin ont effectué ce premier atterrissage historique, il a conquis les cœurs et fait la une des journaux partout dans le monde. Les atterrissages réussis suivants n'ont fait que consolider le triomphe du programme Apollo. Le public soviétique a appris l'existence de ces missions américaines par le biais de canaux d'information filtrés, mais la nature inévitablement mondiale des alunissages a rendu les échecs de l'URSS sur ce front plus apparents. Si les champions soviétiques pouvaient se prévaloir de jalons antérieurs, ils ne pouvaient nier que l'objectif ultime d'un alunissage rudimentaire avait été remporté par les Américains. Le secret soviétique n'a pas arrangé les choses, car les soviétiques avaient du mal à comprendre exactement ce qui n'avait pas fonctionné dans leur propre programme. Malgré tout, de nombreux ingénieurs se sont tournés vers d'autres projets, tels que les stations spatiales en orbite terrestre, où les soviétiques finiraient par retrouver une position de leader au-delà de la Lune. Bien que le programme N1 ait échoué, les soviétiques ont continué à explorer d'autres options de fusées, des missions robotiques et des travaux sur la station spatiale. Ils ont réussi à envoyer des sondes lunaires qui ont prélevé des échantillons et les ont ramenés sur Terre sans intervention humaine, démontrant ainsi des capacités robotiques impressionnantes. Les rovers lunaires fonctionnaient à distance sur la surface lunaire, envoyant des images et des données précieuses au centre de contrôle de la mission. Ces réalisations ont quelque peu compensé la déception de ne pas avoir réussi à faire atterrir un cosmonaute sur la Lune. Tout d'abord, certains ingénieurs soviétiques avaient préconisé des fusées super lourdes entièrement différentes, telles que le concept UR-700 proposé par Vladimir Selov, qui aurait utilisé des propulseurs plus toxiques mais plus simples à allumer. D'autres avaient envisagé des atterrisseurs à ascension directe qui évitaient la manœuvre compliquée de l'orbite lunaire. Cependant, ces propositions n'ont jamais eu assez de succès pour remplacer le N1. Au fil des années, il est devenu de plus en plus clair que les dirigeants soviétiques n'avaient plus envie d'investir dans un vol lunaire brut à grande échelle, d'autant plus que la politique internationale a changé et que de nouveaux défis sont apparus dans les années 1970. Au lieu de cela, l'URSS s'est davantage concentrée sur les stations spatiales. Elle lança le programme Salyut, qui fut le premier à permettre à des humains de séjourner longtemps en orbite. Ce voyage aboutit finalement à la construction de Mir, une station qui devint le symbole de l'expertise soviétique, puis russe, en matière de vie prolongée en microgravité. Ces stations ont démontré la capacité de l'Union soviétique à maintenir la vie humaine dans l'espace pendant plusieurs mois et même à mener des expériences scientifiques importantes, une compétence qui a finalement profité aux partenariats internationaux sur la Station spatiale internationale. Malgré ces succès, le rêve initial de construire une colonie permanente sur la Lune, à l'image de la station Vega, planait sur le programme comme une ambition inassouvie. Beaucoup d'ingénieurs qui avaient travaillé sur la fusée N1 et le système L3 pensaient que, dans d'autres circonstances, avec une meilleure gestion, une meilleure coordination, moins de secrets et plus d'essais au sol, les cosmonautes soviétiques auraient pu être les premiers à marcher sur la Lune. Certains regrettaient que les tentatives de leur nation aient été entravées par la politique, la bureaucratie et la malchance pure et simple avec les pannes de moteur. Selon eux, l'annulation du projet N1 a marqué la fin de l'une des entreprises les plus audacieuses de l'humanité, même si les soviétiques avaient réussi à remporter tant de premières étapes de la course à l'espace. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo sur votre écran pour plus de contenu de qualité.